Très bien, nous allons commencer. Je suis sûr que nous aurons encore des personnes qui vont se venir à nous. Bonjour, bienvenue, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit à tous et toutes, où que vous soyez dans le monde. Merci pour votre présence. C'est le jour CSU 2022. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous mettre en silence, couper votre microphone? Aujourd'hui, c'est le jour CSU, notre équipe réunir les professionnels du monde pour parler comment les soins de qualité peuvent être la fondation pour arriver à la CSU avec un développement durable. En étant à mi-chemin avec ceci, nous savons que nous sommes dans un endroit périlleux. Au cours des dernières années, nous avons eu des problèmes avec la pandémie, le changement climatique, et les inéquités qui sont en inégalité, en croissance dans le monde, qui fait que nous posons la question si nous arriverons à atteindre ces objectifs. Le sujet de cette année, c'est de construire, bâtir le monde que nous souhaitons avoir avec une bonne santé pour tous dans le monde que nous voulons, que je veux. Tous peuvent avoir accès à des soins de santé de haute qualité, la couverture universelle, moins de personnes dans la pauvreté, bien-être dans les communautés et des personnes, la promotion publique contre les crises sanitaires et ce qui est notre objectif final, la santé pour tous et accessible à tous. Aujourd'hui, avec ce jour pour le l'EC 2030, que pouvons-nous faire? Une des meilleures pratiques mondiales, ce que nous apprenons de ceci et quelles sont ces leçons d'expérience qui nous amènent vers 2030. Avant de commencer, quelques points logistiques, si vous le voulez bien. Tout d'abord, ce webinaire est enregistré et nous avons l'interprétation simultanée en français et en espagnol, en plus de l'anglais, et également les sous-titres étant disponibles. Tous les participants doivent sélectionner leur langue de préférence, même si vous préférez l'anglais en cliquant sur le globe qui se trouve en bas de votre page. Lorsque vous cliquez là, vous aurez la possibilité de choisir français, espagnol ou anglais et mettre en silence l'audio original si ceci est une distraction pour vous. Encore une fois, même si vous êtes anglophone, c'est important pour que vous puissiez et que Zoom puisse savoir quelle est votre langue de préférence pour vous. En supplément, vous pouvez également sélectionner si vous voulez lire ceci avec des sous-titres durant la séance. Vous verrez ces sous-titres automatiquement. Sinon, vous pouvez souhaiter mettre en place votre souhait en cliquant sur l'icône en bas de page. Si vous souhaitez revenir aux sous-titres plus tard, vous pouvez le faire également. Ces sous-titres sont générés avec une caractéristique automatique de Zoom, ce qui veut dire qu'il est possible que les retranscriptions soient parfois erronées. Nous vous demandons de bien vouloir nous excuser. Sous-titres seulement disponibles en anglais d'ailleurs, mais les trois langues parlées, anglais, français, espagnol, sont disponibles. Si vous avez des messages à nous envoyer, n'hésitez pas à le faire de manière à ce que nous puissions vous assister. Ceci dit, nous allons commencer avec cette séance et nous vous demandons de poser les questions que vous pourriez avoir via le chat. Vous pouvez taper ces questions directement dans le chat et nous allons modérer ceci. Vous pouvez faire ceci en français, en anglais ou en espagnol et nous gérerons la traduction. Après que les présentateurs nous fassent leurs commentaires initiaux, il y aura le temps pour que vous ayez une série de questions répondues dans la mesure du possible. Familiarisez-vous avec la fonction chat en disant simplement bonjour et en nous disant d'où vous êtes. Sans plus de délai, présentons nos 5 panélistes de luxe aujourd'hui et je vais les présenter dans l'ordre de leurs commentaires initiaux et ensuite on démarrera de plein pot. Tout d'abord, nous avons Serge Rers, qui est le lead du programme au Madagascar, qui est fondé par le programme. Serge a 30 ans d'expérience. Il a eu son diplôme à l'Université d'Antananarivo et ensuite est passé à la London High School de médecine tropicale. Il a géré des crises humanitaires et il est passé chez Médecins Sans Frontières, Pierre Gessay, FSI 360, entre autres.
À la fin des années 2000, il a été désigné par le ministère de Madagascar comme étant le directeur du ministère de la Santé avant de passer aux États-Unis pour être membre de l'USAID avec MCSP à Washington, D.C. Dans ce rôle, il a soutenu des programmes de pays dans la RDC, Guinée, Rwanda, Mali, Haïti. En mars 2019, Serge est revenu chez lui à Madagascar pour faire partie de notre équipe à Message et a été leader du programme Access depuis ce jour-là. Notre deuxième présentateur sera le Dr. Geoff Markets, qui est directeur exécutif de l'initiative de financement global. Il fait partie du groupe Melinda Gates, World Bank, UNICEF, Global Fund, Labs et Résultats pour le développement. Peter Hansen se centre sur les mesures de soins primaires en se concentrant sur les pays de bas revenus. Étant un docteur de famille à l'Université de Boston depuis plus de 2 décennies, Jay a aussi fondé le programme de Masters là-bas et a énormément d'expérience dans les soins primaires et dans les bâtiments de soins primaires. De plus de ça, Jeff est le président dans la région de l'Amérique du Nord de WACO, qui est l'Organisation mondiale de docteurs de famille, et le chef de l'unité de collaboration de santé à l'Université de Boston de manière verticale et horizontale. Il contribue à l'intégration des programmes. Aussi bien en Asie qu'en Afrique. Troisièmement, nous avons Rosemary Burrow, directeur exécutif de Wasi Health, basé à Nairobi au Kenya. Rosemary est une défendeuse des programmes de santé en Afrique. Elle est experte dans l'analyse de politique, l'établissement de soutien politique, l'influence de prise de décision dans le processus, la mobilisation des sociétés civiles et la voie pour l'action, ainsi que la promotion des bonnes pratiques dans les essais cliniques. Rosemary a travaillé sur l'établissement de le renforcement des soins de santé dans les sociétés et dans les communautés. Elle est pour le Fonds africain de soutien et également le réseau de lutte contre VIH. Elle est défendeuse du groupe de renforcement de l'accès en Afrique. Et Rosemary a publié différents articles et blogs se concentrant sur les essais cliniques, l'éthique, l'investissement dans la prévention et la recherche et le renforcement des soins primaires. Elle a un master de santé et elle a également un MBA de l'Université de Frostburg. Nous aurons ensuite Diana Fremus, qui est directrice de USAID avec son programme d'accélération récemment lancé. Ceci sert à mieux faire en sorte que les programmes de partenariat progressent avec des résultats d'améliorer en progrès. 15 ans d'expérience la soutiennent pour le renforcement des systèmes de santé avec des équipes de renforcement de stratégie et l'utilisation d'analytiques de données pour USAID et d'autres programmes. Diana est le lead technique de l'agence pour les initiatives de travail. Elle est également directrice de différents groupes de travail et a été coach dans le groupe de travail technique et les groupes de ressources humaines en collaboration. Elle a reçu un master en santé publique à l'Université de Columbia et est ex-membre du Peace Corps avec son travail en Ouganda pour la participation accélérée des travailleurs de santé dans ce pays. Finalement, nous aurons Peter Hansen, qui est le chef de résultats et apprentissage pour les enfants et adolescents. Dans ce rôle, Peter a l'équipe de GFF sur son contrôle. Avant ça, Peter a amené des résultats comme directeur de système de renforcement en accélération. Il a également travaillé au Global Fund, Fonds global, où il a été le chef de programme de l'accélération pour assurer la qualité des investissements, qualité et technique, avec 4 milliards de dollars de budget par année pour différents pays. Avant, il a travaillé pour Gavi avec l'évaluation et les investissements dans les données des pays. Comme vous pouvez le voir, nous avons 5 présentateurs de qualité et impressionnants. Nous allons passer du temps avec les présentateurs pour qu'ils nous présentent leur sujet. Commençons avec Serge.
Serge Harrison, tu as reçu le programme USAID à Madagascar. L'Access travaille avec le ministère de Santé publique pour accélérer l'impact de la santé pour le peuple de Madagascar. Ce programme a eu des réductions dans la mortalité des enfants dans 14 régions du pays avec 17 millions de personnes qui ont été impactées positivement. Access a eu un impact important avec ce programme. Pourquoi est-ce qu'il s'agit de quelque chose aussi central du point de vue de l'accès du projet et de la perspective tienne comme leader de la santé au pays du Madagascar? Merci, Dan, et chers confrères, chers collègues, messieurs, mesdames, messieurs, bon après-midi, bonsoir, où que vous soyez. Je vais vous parler de l'histoire d'une femme de 18 ans dans un village rural éloigné du Madagascar. Son papa était un paysan et bien qu'il ait une éducation limitée et un accès limité aux ressources, il voulait que sa fille fasse tout ce qu'il fallait faire comme visite médicale au centre de santé. Malheureusement, malgré ses efforts et son intention, sa fille est allée pour donner naissance à son enfant alors qu'il n'était pas là. Et lorsqu'elle était à point de mettre de donner jour à son enfant, la décision a été prise pour que la femme enceinte n'irait pas au centre de santé pour donner naissance. La jeune fille courageuse a eu un accouchement prolongé sur plusieurs journées sans assistance aucune de professionnels de la santé. Je ne peux pas prétendre comprendre ou même imaginer la douleur, l'épuisement et la situation émotionnelle que ceci a été pour elle. Seulement les femmes qui donnent naissance peuvent endurer ceci et je respecte toutes les mamans du monde. Après ces 3 journées, un miracle s'est produit. Le bébé est né, un petit garçon, et je ne peux imaginer le soulagement qu'elle a dû ressentir et je ne peux imaginer aussi sa joie lorsque cet enfant est né. Je sais que ce n'est pas une histoire isolée. Et je sais que des miracles se produisent jour après jour et que les mères donnent naissance dans des conditions invraisemblables dans nos communautés. Et malheureusement, certaines d'entre elles ne survivent pas. La seule chose de cette histoire est que les jeunes mères, cette jeune femme était ma mère en fait, et que ce bébé, c'était moi. Et je veux dire, nous avons survécu. Je ne sais pas quel miracle a fait que ma mère ait tenu le coup. Mais je vais vous dire que je suis dans la santé publique avec une mission. Cette mission consiste à faire mon possible pour qu'aucune femme enceinte, aucun enfant qui vient de naître, aucun enfant, aucun jeune, aucun adolescent, personne ne soit laissé en arrière. C'est ceci la définition de l'OMS de soins de santé universels. La couverture universelle de santé pour que tous aient accès à tous les services de qualité en santé où qu'ils aient besoin de ceci et lorsqu'ils aient besoin de ceci sans pression financière. Et je veux qu'il y ait accès dans ce projet. Je mène plus de 1000 personnes dans cette division. Pour moi, un système de soins de santé concentré sur les personnes est un concept très simple. Si on regarde les 3 acteurs de mon histoire, vous verrez que, numéro 1, il y a moi. Je n'ai pas fait un choix. J'ai totalement dépendu de ma famille. Pourquoi j'étais né où je suis né et avec tous ces bébés
qui sont nés dans de telles conditions. On peut regarder le deuxième acteur, ma mère. Elle avait en théorie un choix. Elle avait l'option d'aller au centre de santé, mais elle ne l'a pas fait. Elle a sous-estimé les risques. Est-ce qu'elle avait le pouvoir de décision pour faire ce qu'elle a fait? Ou avait-elle les moyens pour que cette décision soit prise selon ses souhaits? Et ensuite, mon grand-père, cultivateur, il avait la force et la conviction de prendre les bonnes décisions. Et je sais que s'il était là ce jour-là, les choses se seraient produites de manière différente. Qu'est-ce qu'elle devait faire, ma mère? Mon grand-père est un héros. Il a été un volontaire auprès de la Croix-Rouge et je le compare à ces travailleurs de communauté que l'on voit tous les jours dans nos programmes, dans nos travaux, dans nos projets. Il semblerait que mon grand-père a manqué mon jour de naissance, mais il a pu se rattraper après pour faire en sorte que je reçoive tous les vaccins nécessaires. Il m'a amené au centre de santé chaque fois que j'en avais besoin parce que j'étais malade et de plus, il s'est assuré que je reçoive l'éducation, la bonne éducation que j'ai reçue et c'est le résultat que nous avons aujourd'hui parce que j'ai suivi son inspiration et j'ai suivi ses pas. Il y a des milliers, sinon de millions de personnes qui sont des champions comme mon grand-père. C'est notre tâche de leur donner cette faculté et faire en sorte qu'un soin un système de santé et de soins centré sur les personnes soit une réalité. Merci Serge. Je suis touché chaque fois que j'écoute cette histoire. Je suis heureux que toi et ta mère ayez pu survivre. Merci pour partager cette histoire. Jeff, notre panéliste suivant, comme directeur exécutif de PHCPA et PHCPI, a mené des programmes critiques dans les soins de santé. Ça a été un bâtisseur dans le terrain. Avec la conclusion de PHCPI à la fin de cette année, je voudrais que tu réfléchisses sur les succès obtenus jusqu'à cette date et peut-être aussi ce qui est plus important, ce qui reste à faire. Comment est-ce que les participants et les panélistes, comment est-ce que nous tous, ici présents aujourd'hui, pouvons soutenir ce travail accompli vers l'avenir. Merci Dan, c'est super d'être ici de nouveau ensemble et de reparler de PHC. Comme ça a été dit, c'est un moment important pour nous alors que nous allons vers des dates clés pour notre organisation. La Banque mondiale, l'OMS, l'UNICEF, le Fonds global, la Fondation Gates, avec toutes ces organisations qui sont prêtes à porter ce travail vers 2023 et au-delà. Nous nous sommes concentrés sur l'héritage de PHCPI et nous sommes très fiers d'avoir accompli ce qui est accompli depuis 2013 avec les mesures PHC, la défense et l'organisation. Tout d'abord, il y a maintenant un accord mondial qu'il est possible de définir et mesurer les soins de santé primaires de manière rigoureuse et inclusive. Ce qui est important pour faire un suivi du progrès, pour que les investissements soient faits et que nous soyons responsables. Nous avons commencé avec un nouveau cadre de travail pour les soins de santé principaux, avec une concentration sur ce qui est le plus important en première ligne. Mais lorsque nous avons vu des bases de données comparables, on a vu des trous dans les données. Ces trous nous ont inspirés pour créer de nouveaux outils de collecte d'informations et de données dans le laboratoire, par exemple, et en cherchant des sources de données alternatives dans les pays avec le produit PCP important, qui est le système de profil VSP, qui est une compréhension des performances de soins de santé sans sacrifier la complexité nécessaire. Nous sommes en partenariat avec plus de 30 pays pour développer un VSP organisé sur des piliers clés de finances, capacité,
performance et équité. Chaque pilier a amené quelque chose de neuf sur la table. L'aspect financier utilisé avec des données PHC publiées par l'OMS, avec une démarche globalisée unifiée. Pour la capacité, nous avons développé une nouvelle façon pour que les pays unifient et harmonisent leur système avec des données qualitatives et quantitatives. Pour la performance, nous avons identifié des mesures de mesurer la qualité et des fonctions de soins primaires centraux, compréhensivité, continuité, coordination, patient. Et Dan et moi, nous sommes d'accord que c'est essentiel pour comprendre la performance des soins de santé de première ligne. Avec l'équité, ça a été fait de différents angles comme aspect fondamental parce que PHC solide doit réduire les trous sur tous les fronts. Avec le travail qui a été accompli pour la première fois au niveau mondial pour la mesure des indicateurs de soins de santé, ça a été lancé par l'OMS et l'UNICEF pour mesurer un PHC. Avant ce partenariat, un accord comme ceci n'était pas imaginable. Maintenant, nos partenaires peuvent utiliser ces outils pour soutenir les pays au niveau national et subnational. Deuxièmement, après la mesure, je suis fier de la mobilisation des professionnels et des défenseurs des communautés de professionnels en partenariat avec GLN, avec toute une série de pays, avec la coalition de plus de 125 alliés pour améliorer PHC, qui se sont unis avec plus de 120 groupes pour se concentrer sur une utilisation plus intensive de PHC. Et enfin, nous avons, avec nos partenaires, investi davantage dans les soins de santé et l'engagement est plus solide que jamais en regardant l'avenir. PHCPI qui se conclut dans une semaine et malgré les succès, nous sommes tous d'accord que le travail collectif, la coopération et la défense de PHC ne peut arriver à un terme. J'apprécie la question sur ce que nous pouvons faire pour que ce travail soit soutenu à l'avenir. Tout d'abord, nous avons véritablement besoin de donner priorité à la collecte et rapport de davantage de données sur les soins de santé primaires avec une meilleure mesure, ce qui est important maintenant, d'obtenir une collection de données. Nous avons, par exemple, besoin davantage de meilleures données sur finances, où va l'argent, quel genre de retours sont obtenus sur ces investissements. Les mesures que nous avons sont trop larges pour avoir une source d'informations solide pour les investissements. Nous devons également améliorer la capacité avec des modèles de maturité comme le modèle de progression de PHC et les instruments de collecte. Nous avons également besoin, de manière désespérée, de données sur la qualité et spécialement au niveau de qualité centrale pour étant la sauce spéciale qui fait que les services PHC soient aussi efficaces en réduisant la morbidité et mortalité dans les pays. Seulement 40% de tous les indicateurs de qualité avaient des données, quelles qu'elles soient. Finalement, l'équité doit être le centre de l'évaluation de progrès sur PHC et ça veut dire un rapport transparent sur toute une série d'inéquités pour que nous puissions concentrer nos investissements pour que personne ne soit mis de côté. En supplément, nous avons besoin de leaders engagés pour les investissements dans des PHC qui soient équitables et faisables sans limite d'âge, de genre, de maladie, etc. Comme défenseurs de ce principe, nous ne pouvons arrêter de faire un cas de défense de soins de santé primaires comme étant une priorité. Si nous voulons être prêts pour la prochaine crise, nous avons besoin de bases solides pour les systèmes de santé qui donneront des soins de santé primaires que les gens auxquels les gens pourront faire confiance. Et finalement, alors que nous arrivons en 2023, il est maintenant temps de mettre de côté le mythe que le soin de santé, c'est trop complexe, c'est trop cher, c'est trop ambitieux. C'est mesurable, c'est faisable, c'est absolument raisonnable et c'est le meilleur investissement que l'on peut faire au niveau mondial pour la couverture, la préparation et la santé pour tous. Maintenant que nous savons davantage comment définir les mesures des soins de santé primaire avec un nombre de leaders qui reprennent le flambeau de PHC avec une feuille de route qui a été démontrée,
comme étant viable. Nous avons une possibilité de pouvoir faire en sorte que cette dynamique apporte des modifications et des améliorations pour les personnes dans le monde. Dan, j'espère que tous ceux qui ont participé dans PHCPI pourront continuer à travailler en ce sens. Merci, Jeff. Je souhaiterais, étant donné que je suis le modérateur et que j'ai la possibilité de faire des commentaires personnels, je vais en profiter et je vais amplifier tes commentaires finaux et qui la méthodologie doit être le mythe, c'est quelque chose d'un passé. C'est pas du tout cher, c'est notre obligation. Sinon, nous n'allons pas avoir de succès dans notre le travail. Merci, Jeff. Passons ensuite à notre panéliste suivante, Rosemary Mburu. Rosemary, tu as un tas d'expérience dans les systèmes civils et le mécanisme. Voici est partenaire avec les mécanismes de santé. Dans ton travail, comment est-ce que tu as vu la participation des communautés dans la préparation des systèmes de santé pour que tout le monde ait ses besoins couverts, que personne ne soit mis de côté? Comment est-ce que UHC se concentre avec les mécanismes, avec la société civile en 2030, avec les investissements dans les soins de santé primaire et comment est-ce qu'on peut avoir un monde que nous souhaitons voir? Merci, Dan. Bonjour, bon après-midi, chers confrères et collègues. Je viens de Kigali avec la conférence sur la santé publique en Afrique et en conversation ici et en symbiose avec ce que nous entendons ici à cette conférence, particulièrement la prévention des pandémies, préparation et réponse. Il s'agit de faire en sorte que nous ayons des communautés qui soient à bord avec nous. Et c'est un sujet qui revient sans les communautés, pas sans les communautés, avec des systèmes de santé solides. Sinon, nous ne pourrons pas nous préparer pour davantage de pandémies et pouvoir répondre à ces pandémies sans une participation et un leadership adéquat dans les communautés également. Et en réponse à la question, comment est-ce que nous avons eu la participation des communautés dans le design des soins de santé primaire, je pense qu'il faut dire que beaucoup de pays ont différentes structures et de modalités, de manière où les communautés s'impliquent avec les plateformes qui donnent du leadership et comment les systèmes sont préparés. Il y a différentes manières pour les communautés et les sociétés civiles puissent participer à ceci et ça part de pays à pays. Nous avons vu même des communautés et sociétés civiles, les ministères de santé sur des systèmes qui répondent aux besoins des gens. On a vu d'autres pays qui ont des plateformes nationales et des communautés et sociétés civiles. Je crois que pour moi, il y a des structures en place qui existent dans différents pays sur la manière dont les communautés participent au niveau du design. Je pense qu'il s'agit de la participation et du niveau du design. Et sachons que le fait que nos communautés et les sociétés civiles peuvent répondre avec les systèmes de santé en termes de faire en sorte que ce soit équitable, qu'il y ait une responsabilité, que l'on ne peut pas travailler sur les communautés. Je ne pense pas qu'il y a, je pense qu'il n'y a aucun doute à ce sujet. Je crois qu'il s'agit de la participation de leadership dans le design et dans la réponse, la préparation, la prévention pour pouvoir voir les capacités des communautés d'amener à un meilleur leadership pour avoir un espace davantage d'inclusion lorsqu'il s'agit de la phase de design. Et beaucoup de pays font cet effort pour une expansion. Avec cette expansion, que veut-on dire? Que les communautés soient des partenaires d'égal à égal pour informer qu'est-ce que les communautés veulent, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quelles sont les meilleures pratiques, quelles sont les expériences. En supplément à cet espace où nous venons comme partenaires, je crois qu'il est important également de s'engager et de soutenir les sociétés civiles avec les participations dans ces processus.
pour voir comment nous pouvons faire en sorte que les communautés fassent partie de ce processus avec un soutien, avec des efforts au renforcement de la capacité, avec le langage, également avec la participation, avec l'expertise, expérience et réflexion. Si on regarde la participation des sociétés civiles pour USC, avec le système, certaines priorités qui ont été identifiées, ne laisser personne de côté veut dire que nous avons demandé au pays d'identifier les populations dans leur pays qui sont le plus susceptibles d'être manquées par les systèmes de santé. Nous parlons également d'investissement. Comment pouvons-nous faire en sorte que nous investissons dans ce leadership avec la volonté politique dans des systèmes de manière durable et équitable? Et on parle de famille et de leadership avec les investissements prioritaires dans les pays. Mais une chose que l'on retient aussi, qu'on apprend des agences de santé mondiale, nous avons Gavi, nous avons le GFS, c'est comment investir dans des communautés. Lorsque COVID-19 nous a frappés, les pays ont voulu que les communautés participent. La plupart des pays qui ont réussi à faire en sorte que le gouvernement national et les communautés en réponse ont montré qu'il fallait faire en sorte que les investissements… Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les communautés arrivent à un point où elles peuvent contribuer dans la réflexion et la préparation des soins de santé au niveau des pays. 2 points pour terminer pour ce qui me concerne. Lorsque l'on parle de ce que nous voulons, il est important que ce ne soit pas une consultation et l'engagement des communautés. Il s'agit de déterminer ce que le leadership dans la communauté veut dire pour que ce ne soit pas simplement une participation. On parle de la participation vers un leadership. Et quel est le leadership des communautés? On a parlé de confiance. La confiance est essentiel pour que nous puissions mettre en avant le bien commun et renforcer les systèmes de santé. Et la confiance, je crois que le soin de santé primaire est le meilleur point de départ pour la confiance parce que ça nous approche de la communauté. Lorsque l'on parle de notre continent, lorsque les travailleurs des soins de santé nous aident avec les leaders de la communauté qui nous aident à établir la confiance dans le système, alors que nous allons vers un haut niveau de chez l'année prochaine à UNGA, il faut que l'on puisse dire comment est-ce que nous élevons les soins de santé primaires avec les réunions à haut niveau, car véritablement, il s'agit une des choses qui sont nécessaires pour que l'on sache que tout le monde, partout, puisse avoir accès à des soins de santé. Rosemary, je pense qu'on vous a perdu. Oui, est-ce que… Rosemary, vous êtes de retour. Poursuivez. Excusez-moi, j'étais gelé pendant une dizaine de secondes seulement. Quelques phrases. Mes excuses, des problèmes de connexion. Oui, alors je parlais des soins de santé privés comme étant le meilleur point d'entrée pour la confiance. En allant pour faire de la santé un bien commun dans nos pays. Mais il y a des réunions de haut niveau, l'Assemblée générale des Nations unies l'an prochain, où il faut parler de la santé, des soins de santé primaires comme une grande priorité au niveau des pays. Il faut s'assurer que les gens partout ont accès à des services de santé sans considération financière. Merci Dan, à vous. Merci Rosemary.
Il y a tellement de choses à retenir de vos propos passionnés auxquels j'aimerais réfléchir plus profondément, mais en particulier, vous parlez des soins de santé primaire comme étant de première d'année et que les travailleurs de santé sont les gardiens. Vous avez parlé de votre continent, mais du monde, en fait. Merci pour vos commentaires. Nous allons y revenir lors de la question de période de réponse. Bon, il y a Diana Framus maintenant, notre Diana. Regardons vers l'avenir. Nos collègues jusqu'à maintenant ont parlé de leur travail et je sais que vous êtes directrice d'une nouvelle collaboration récemment créée par l'UCED. Bon, que signifient les soins de santé primaire et sa couverture pour l'UCED et pour quel est notre rôle? Merci pour la question. D'abord, c'est formidable d'être là et de côtoyer d'autres membres estimés du panel et de voir des gens d'un peu partout dans le monde. C'est un bon moment, étant donné les déclarations du CED sur les soins de santé primaire au sommet des dirigeants africains. Je n'ai pas besoin de dire que beaucoup de progrès ont été minés par la COVID et les systèmes ont été fragilisés, de même que les effectifs en santé. Il s'agit d'une occasion pour l'UCED et pour la communauté sanitaire mondiale et les partenaires d'aller chercher le terrain, de reprendre le terrain perdu et de bâtir de la résilience pour l'avenir en soins primaires, de santé primaire. Je fais écho aux commentaires des autres panélistes. Les études montrent que des systèmes de santé primaire résilients, soutenus par des travailleurs de la santé résilients, peuvent améliorer l'équité et nous permettre de mieux répondre à des crises sanitaires. À l'USAID, la plupart des services de santé soutenus dans toutes nos plateformes de santé mondiale sont livrés comme des composantes de soins de santé primaires. Notre objectif est, à l'échelle internationale, de favoriser l'intégration pour que puisse y avoir des services centrés sur la personne tout au long des différentes étapes de la vie de la personne. Et nous voulons optimiser les fonctions sanitaires qui sont nécessaires, y compris un renforcement des effectifs en santé. Nous voulons renforcer différents modèles de prestation de services pour offrir un continuum de services sur l'ensemble des besoins de santé en élargissant l'accès, évidemment, mais en travaillant pour tenir compte des préférences des patients. Il est important d'offrir des services de manière équitable. Au sommet des dirigeants africains, mardi, nous avons annoncé 5 pays africains sur lesquels nous allons nous concentrer en intensifiant nos efforts. Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Malawi et le Nigeria, où nous allons travailler ensemble avec l'initiative pour le paludisme des Nations Unies, ou plutôt du président américain, pour améliorer la coordination des investissements et avoir des améliorations en santé primaire mesurables. À l'UCED, nous venons de lancer la collaboration pour accélérer les soins de santé primaire. C'est un nouveau modèle de travail en santé mondiale qui réunit des experts de nos divers bureaux dans le monde et des représentants de nos missions sur le terrain. Nous avons du personnel dans 8 missions nationales qui travaillent avec nous pour exploiter notre expertise et développer une approche plus cohérente pour l'agence qui facilite les échanges d'informations, l'apprentissage entre pays, l'intégration technique et une plus grande coordination pour accélérer les impacts. Je note aussi que dans le cadre de ces efforts, nous travaillons pour surveiller nos présences, bâtir à partir de cadres existants et travailler avec des partenaires
pour mieux mesurer les choses de façon alignée au niveau de chaque pays, pour avoir une meilleure compréhension des impacts en soins de santé bias, ce qui est essentiel à notre travail. Nous, on commence à partir de zéro, on bâtit sur nos efforts et notre expérience. Nous apprenons de notre travail au Nigeria, en partenariat avec le Conseil pharmaceutique du Nigeria et avec les différents intervenants, y compris les pharmaciens, pour avoir une meilleure ligne des maladies, avoir un meilleur accès. Au Ghana, on travaille avec l'organisme national des assurances pour définir les coûts et développer des recoupements de programmes de santé et travailler sur l'inclusion et la rétention et les meilleures pratiques. Dans les pays choisis, l'USAID va regarder ces différentes sources de financement. C'est la question du comment. Comment optimiser ce que nous faisons de façon alignée sur les priorités nationales et avec d'autres investissements de donateurs. Nous voulons mieux coordonner la planification en santé et notamment au niveau des effectifs sanitaires. Nous voulons identifier des lacunes au niveau des soins de santé primaire, où une telle planification peut améliorer les résultats en santé pour l'ensemble et au niveau de la prévention des maladies. On veut accélérer les services en santé mentale, la littératie, l'orientation, les envois en consultation. Euh, euh, Dans ces efforts nécessitent une réponse cohérente. Bon, il faut s'attaquer à un problème de base, la pénurie de travailleurs de la santé bien formés et bien rémunérés. L'écart par rapport aux besoins est de 10 millions, 5,3 millions en Afrique. Cela souligne la nécessité d'accorder plus d'attention aux travailleurs de la santé, en santé primaire, en première ligne. Et il faut préparer des réponses à des pandémies futures. Au sommet des dirigeants africains, on a noté que l'Afrique connaît un quart du fardeau de maladies, mais n'a que 4% des travailleurs de la santé dans le monde. Ce besoin est énorme et nous devons accélérer nos efforts pour faire face à cette pénurie de travail de la santé en Afrique. À USAID, nos efforts en soins de santé binaires sont essentiels pour les priorités de l'initiative du président Biden. Cette initiative pour la santé a été lancée ou plutôt cette année et on en a annoncé au sommet des dirigeants africains que nous voulons travailler davantage sur cet effort en Afrique de façon plus cohérente. Et je peux dire que il faut galvaniser des partenariats au niveau de l'initiative pour les travailleurs en santé. Il faut mieux se coordonner avec les partenaires régionaux et que le CDC africain, l'Union africaine et l'Organisation mondiale Afrique. Peter va parler, mais l'USAID est heureuse d'annoncer que notre partenariat est renforcé avec le mécanisme de financement mondial pour accélérer les soins de santé primaire. Bon, dans les pays prioritaires, nous allons travailler avec le mécanisme GFF pour partager des investissements nationaux, coordonner l'assistance technique, réunir les parties prenantes, proposer des subventions pour la santé essentielle et aligner les outils et les projets de financement du mécanisme de financement mondial. Dans le cadre de nos efforts pour accélérer les soins de santé, santé sur les personnes, on veut utiliser les intervenants pays pour diriger les systèmes et livrer des services en réponse aux besoins des communautés, en créant des structures d'imputabilité pour accroître l'engagement des communautés
Et c'est essentiel pour la prestation de services de santé primaire. Nous allons travailler avec les gouvernements pour créer de la capacité. Merci beaucoup. J'ai hâte d'entendre ce qu'ont à dire les participants. Merci beaucoup, Diana. Ce n'est guère surprenant, mais je suis très, très content d'entendre parler de cette nouvelle collaboration. Et merci d'être là aujourd'hui. J'ai hâte d'apprendre en travaillant avec cette collaboration. Merci pour cette transition. Nous passons justement à Peter, notre 5e et dernier conférencier. Il travaille au mécanisme de financement mondial, le GFF. Bon, à partir des leçons apprises par le GFF, comment est-ce que le GFF voit que nous pouvons, que les efforts pour assurer les services de santé primaire sont vraiment issus d'initiatives de la part des pays et imputables? Merci. Bon, le GFF soutient 36 pays pour renforcer leur système de soins de santé primaire. Le modèle est basé sur le rôle du pays et qui fait le lien avec des niveaux élevés de leadership, le ministère de la Santé, le ministère des Finances et d'autres secteurs pertinents. Nous travaillons par le biais de pays dirigés par les mécanismes dirigés par les pays. On fait des analyses de situation et de besoins à la recherche de lacunes et de goulots d'étranglement pour prioriser les réformes, renforcer les réformes et trouver des cadres de changement pour mettre des hypothèses à l'épreuve et progresser. Ce travail est documenté dans le cadre de cas d'études et de cas d'investissement qui couvrent l'ensemble des ressources, y compris les ressources nationales et le financement de partenaires. Nous aidons les pays à faire de la cartographie des ressources pour comprendre les sommes d'argent disponibles, de quelles sources, et pour aligner ces ressources avec les priorités définies par les pays dans les cas d'investissement. Toutes les ressources du GFF respectent les budgets et passent par des budgets reconnus. Nous soutenons le développement de leadership dans le cadre d'un programme de leadership et on organise un groupe de leaders pour permettre aux pays d'apprendre les uns des autres, qui est lié à un réseau de ministres qui permettent aux ministres d'échanger sur ce qui marche et ne marche pas et pour créer des processus pour aider les autres partenaires à aligner sur les projets. On utilise le cadre, un plan, un budget, un cadre. Et un aspect important du modèle qui fait le lien avec ce que Rosemary a dit, c'est que nous offrons des soutiens aux pays pour renforcer leur plateforme de coordination. C'est un élément clé de l'intendance des gouvernements dans le secteur. Il faut que ce soit inclusif. Il faut réunir les parties prenantes pour un dialogue, pour un échange, pour un examen conjoint des progrès, pour l'imputabilité et pour faire le lien entre ces processus et d'autres processus de prise de décision. La deuxième partie de votre question, Dan, comment s'assurer que les efforts pour renforcer les soins de santé primaires sont basés sur les données? Nous investissons beaucoup dans la génération et l'analyse et l'utilisation des données à travers les pays nationaux. Nous ne soutenons pas de processus parallèle. Les analyses de situation et de besoins que j'ai mentionné plus tôt, qui comprend une analyse de l'égalité entre les sexes, est essentielle. Il faut savoir qui est laissé pour compte et pourquoi, pour mieux prioriser les réformes des systèmes ou pour les initiatives liées au renforcement des effectifs en santé. Où nous soutenons les analyses de progrès et
Et ce travail n'est pas distinct. On passe par des mécanismes mis en place par les pays dans le cadre de ce forum que je viens de parler. Bon, le financement de la santé, réforme des systèmes de financement, prestations de services et population. Nous voyons 3 domaines clés pour rendre le modèle plus orienté donné. Le partenariat qui a déjà été mentionné par Diana avec USAID et le GFF est une façon de le faire. Il y a beaucoup de place pour renforcer les mesures et les modèles d'apprentissage du GFF. On veut normaliser les mesures et s'assurer qu'on ne les utilise pas comme une taille unique. Il faut contextualiser et aller chercher des informations dont on a vraiment besoin parce que il faut une approche adaptée. Il y a des efforts pour renforcer les services primaires ou les soins de santé primaires doivent fournir des informations, ce qui se marche pour 2 autres domaines de renforcement, et je n'entrerai pas dans le détail pour de temps, mais je veux les présenter brièvement. C'est le renforcement des programmes basés sur le genre et le suivi des cycles rapides. Bon, c'est du jargon pour l'effort pour mieux aligner les cycles dans lesquels les cycles génèrent et analysent des données avec des besoins de prise de décision des leaders, des décideurs politiques et les fournisseurs de services à différents niveaux du système. Les décideurs doivent prendre des décisions. Il y a souvent des laps de temps terribles entre les données disponibles, la période couverte. Souvent, des décisions sont prises en fonction de données qui remontent à 7, 8, 9 ans. On vit dans un monde dynamique. Et la troisième question, et je serai bref, hein, comment est-ce que ces efforts peuvent fonctionner à une certaine échelle? Le GFL fonctionne uniquement à l'échelle. Nos ressources sont liées à des montants plus importants de financement. Ces ressources doivent passer par des systèmes de gestion publique et sont liées à des sommes plus importantes de ressources nationales. Nous et nos partenaires plaidons en faveur de processus pour accroître la répartition des ressources à la santé et aux services, aux soins primaires dans le cadre des mesures de l'exécution des plans et en accroissant l'engagement du public et du secteur privé qui sont nécessaires pour déployer ces services à l'échelle. Nous encourageons les pays à faire des expériences à plus petite échelle et à les déployer à plus grande, en déterminant ce qui est nécessaire du point de vue financement, du point de vue gouvernance, de quelles informations ils ont besoin et de quels soutiens. Un exemple est au Ghana où le GFF, avec d'autres partenaires, soutient l'effort de déployer à plus grande échelle la pratique des réformes des réseaux qui se base sur les projets pilotés pendant plusieurs années. Cette incubation et ce pilotage du USAID permet au GFF d'aller prendre ces réformes et les déployer à l'échelle nationale. Diana vient de mentionner la collaboration. Nous sommes très enthousiastes devant cette occasion d'accélérer les gains en soins de santé privée, y compris au niveau de l'analyse et de l'examen des priorités, les cas d'investissement, des réformes prioritisées, comment ils sont financés, comment les mesures, et travailler ensemble pour profiter de nouveaux financements, y compris des instruments que nous avons chez nous, y compris les subventions pour services essentiels. Et nous voulons profiter de toutes les occasions pour prioriser
ces fonds pour avoir le plus d'impact sur les réformes, accélérer les choses, harmoniser les mesures et mobiliser les parties importantes et de faire des projets pour renforcer les leadership dans les pays qui réunissent les ressources financières, les aspects techniques et toutes les contributions des partenaires pour soutenir un effort au niveau du pays et accélérer des changements en soins de santé primaires. Ok, Peter, merci. Beaucoup de cela a bien sûr un impact, mais je ne vais pas faire un commentaire. Utilisons ceci comme opportunité pour que tout le monde puisse participer, peut-être. Tout d'abord, merci à ces 5 panélistes pour leur présence avec nous aujourd'hui avec ces commentaires. Deuxièmement, nous allons pivoter la conversation vers une conversation. Tout d'abord, on vous encourage à utiliser la fonction chat pour présenter vos questions et certains confrères de MSH sont là en arrière-plan pour modérer ces questions et j'aurai la traduction si nécessaire, français, espagnol, allez-y dans la langue que vous souhaitiez utiliser pour poser votre question. Et je repose la question à ces panélistes en anglais en créant un ordre espérant cohésif pour qu'on ait une conversation homogène. Sur ce, commençons avec 2-3 points et questions qui ont été posées par Desalenia Mare et Choto, qui nous vient d'Éthiopie. Je vais combiner certains points ici pour souligner certains sujets. Et Choto écrit, fait partie des GSTG comme pierre angulaire. Il y a eu 40 ans de la déclaration de Mata, mais on ne voit pas PHC qui est en marche dans certains pays. Pourquoi est-ce que c'est le cas? En rapport avec ceci, elle nous dit PHC est essentiel pour avoir l'accès à la santé pour tous. La pratique n'est peut-être pas atteignable pour des pays qui ont moins d'infrastructures dans des endroits où il y a des conflits ou des guerres. Quelles nouvelles stratégies ou démarches peuvent être mises en place pour ces gens? Et le troisième commentaire, je suis désolé, je vois ça à mesure que ça nous arrive, même commentaire avec des systèmes de santé qui soient résilients. Et donc, en dernière instance, les sujets, c'est que beaucoup de progrès n'ont pas été, ont été accomplis depuis Almata. Et il faut le dire. Mais comment est-ce que nous pouvons faire en sorte, pour revenir à la phrase de Rosemary, personne ne nous a laissé de côté? Ceci est pour tous les panélistes peut-être, mais je vais commencer avec Jeff, étant donné sur le progrès, le manque de progrès et les sujets qui sont présentés ici. Merci Dan. Je crois que cette question de résilience est essentielle et centrale et il y a également une question de confiance et dans l'ensemble du point de vue de ma perspective pour tous les systèmes de santé, pour qu'il y ait une préparation et une efficacité vis-à-vis d'une crise. Ça veut dire au niveau de la réponse face à la crise et pour faire en sorte également que des fonctions de soins de santé routiniers pour les personnes continues, il faut que l'on ait une base solide et stable. Et c'est sur la base de nos systèmes de santé. Et ça commence avec les investissements. Et ça commence avec une force de travail qui soit compétente, également des produits en suffisance et avec cette possibilité également de s'adapter et de répondre à la crise qui peut se présenter et qu'un pays ait pour son système de santé. Merci Jeff. Et Rosemary, comme on a parlé de toi dans le préambule, il est tout à fait juste que tu aies la possibilité de faire un commentaire sur ces différentes questions et commentaires. Est-ce qu'il y a une réaction de ta part? Oui, c'est une bonne question, car nous souhaitons tous que les systèmes de santé soient résilients et répondent aux besoins du peuple et des gens. Et on ne veut laisser personne de côté. Il faut aussi identifier qui est mis de côté par nos systèmes de santé pour trouver également une façon de les inclure dans le système de santé
Il y a une question sur les points de vue des communautés, sur les besoins des personnes qui sont le plus susceptibles d'être mises de côté ou oubliées par les systèmes de santé. Qui sont-ils? Comment est-ce qu'ils veulent que les systèmes de santé fonctionnent? Quels sont les défis? Comment est-ce que le système de santé peut les rencontrer? Une chose que je dois dire, c'est qu'on ne doit pas nécessairement avoir à atteindre les communautés. Si on veut atteindre les communautés, ce sera fait. Quand on parle de l'analogie, tous les petits villages en Afrique ont des Coca-Cola et donc le secteur privé y arrive. S'il faut atteindre les communautés avec des services de santé, c'est faisable, c'est possible. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les services de santé puissent être accessibles à tous et pour tous? Et il a une question, d'investissement. C'est les partenaires externes, extérieurs qui viennent investir, mais aussi c'est un message que le CCM, envoie. Il faut du leadership local. Et comment est-ce qu'on peut continuer à soutenir les gouvernements nationaux pour élargir leurs capacités pour les investissements, nationaux et locaux? Il n'y a pas une réponse unique, mais il faut voir comment on peut avoir une base de revenus pour les gouvernements nationaux, comment est-ce que l'on collecte et distribue les recours, les ressources des taxes. Il faut donc que l'on travaille ensemble avec tous les éléments, gouvernements nationaux, société civile, secteur privé, etc., pour que nous puissions faire en sorte que les systèmes soient résilients et durables et soutenables à long terme. Merci et je suis heureux d'avoir Peter ou Diana ou Serge pour, un commentaire s'ils souhaitent le faire pour passer ensuite, d'autres questions qui nous sont posées. Ouais, ici Serge. Je voudrais, rapidement dire ceci. Oui alors, heu, c'est simple pour moi, c'est une question d'humanité et je crois que lorsque l'on dit que l'on n'a pas fait de progrès suffisant depuis Almata, heu je suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, on a quand même fait des choses il y a des choses qui ont changé dans le monde depuis Almata. On a institutionnalisé les, travailleurs de communauté de la santé dans beaucoup de pays. On a, depuis lors, réduit la mortalité infantile. Je crois que certains progrès ont été accomplis, malgré tout, mais bien entendu, beaucoup reste à faire. Et doit être fait, je crois que ce qu'on devrait mieux faire, c'est l'échange des expériences, sur la base de ce qui a été accompli, des choses très simples, le traitement de la malaria et les maladies infantiles. Et il y a des choses qui sont plus complexes, pour les nouveau-nés ou pour les services, qui ont besoin de plus de, connaissances pour, être administrés et des systèmes de santé plus robustes, avec, davantage, de savoir-faire des professionnels. Mais il y a des choses très simples qui peuvent, être faites. Et je crois qu'on doit véritablement partager, nos expériences et bâtir un système qui fera, que ce soit soutenable et durable avec, les clients. Si on a une mère de 6 enfants, est-ce qu'on peut donner des antibiotiques, des médications? Est-ce que cette, dame a la possibilité d'acheter ces médicaments? Est-ce qu'elle a l'argent? Est-ce qu'elle sait comment, heu s'occuper de de contrôler, les facteurs qui ont un impact négatif sur ses enfants. Je crois qu'il s'agit d'avoir un système de santé qui soit concentré sur la personne, sur l'individu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette personne, pour s'occuper d'elle, pour la soigner et à partir de ça, continuer à bâtir. Merci pour m'avoir donné la parole. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose si c'est possible. Oui, je voudrais dire que, heu, sur ce que Jeff a dit au sujet de
l'impact de COVID-19 qui a souligné la nécessité pour nous que les systèmes de santé, au niveau de la base des fondements, la fondation et la possibilité de répondre. Et je crois que ça nous a montré à quel point cette capacité pour les soins primaires font partie de la sécurité mondiale de la santé et la préparation. Et je crois qu'il y a davantage d'acceptation de ce problème. Mais l'articulation de comment cette feuille de route s'intersecte pour cette durabilité à long terme. Merci. Si je peux, je vais vous demander de commencer à répondre aux questions suivantes. On a eu pas mal de questions dans le chat sur les ressources humaines pour la santé. Je sais que c'est quelque chose que vous avez souligné dans vos commentaires, en particulier pour les travailleurs de santé communautaire et en particulier au Maroc. On nous dit que l'absentéisme est assez significatif au niveau PHC et dans les zones éloignées ou difficiles de recruter et de fidéliser ces travailleurs de la santé. En rapport avec l'expérience que vous avez, comment est-ce que vous voyez les besoins des ressources humaines sur l'impact et le succès de cette nouvelle collaboration avec USAID et tous les commentaires supplémentaires sur les précautions des manquements et comment nous devons prioriser avec tout ceci en rapport avec la question? Merci. Ouais, c'est une question avec une certaine complexité, mais je crois qu'il y a eu une feuille de route pour la santé au niveau mondial depuis une décennie et je crois que COVID-19 a augmenté le besoin et l'idée qu'il y avait un manque au niveau mondial, mais maintenant il y a aussi un burn-out. Ce n'est pas seulement le besoin de travailleurs supplémentaires, mais je pense que nous savons beaucoup, il faut qu'il y ait un système ou des systèmes plus solides, plus robustes pour soutenir les travailleurs que nous avons. Et maintenant, on n'a pas une question, on ne devait pas avoir une question de burn-out et il faut que ces travailleurs soient au poste et fidélisés. Et je crois que c'est un moment très intéressant que nous vivons avec la mise en place pour de USAID et les travailleurs de la santé sont essentiels pour tout ce que nous faisons. Si nous n'avons pas une force de travailleurs solide, on ne peut pas y arriver avec des objectifs pour la santé et les soins administrés. Je crois qu'avec tous les programmes, il faut qu'il y ait une acceptation que nous travaillons avec une force de travail de la santé. Sans ça, on n'a pas une force verticale pour malaria, VIH. Je crois que c'est plus une opportunité qui est créée sur la façon dont les investissements sont faits pour renforcer ces forces de travail pour tout le service. Et je crois que surtout ça inclut les travailleurs au niveau des communautés, mais nous voulons faire en sorte que nous sommes également en train de regarder les besoins multidisciplinaires avec PHC, avec les communautés et les autres travailleurs, les infirmières, les sages-femmes, les médecins, les docteurs, avec cette équipe qui puisse pourvoir les besoins. Je sais que c'est ce qui doit se produire, mais on doit encore voir comment on peut y arriver et faire en sorte que ça fonctionne avec la formation, mais aussi avec des efforts sur le terrain, avec des personnes qui sont déjà en train de pratiquer. Et surtout, il y a un agenda avec le besoin de formalisation, avec la force de travail de la communauté, et c'est essentiel. Et je crois que ce sujet est également un qui recoupe les secteurs. Ce qui est intéressant à observer maintenant, c'est qu'il y a une acceptation non seulement dans l'espace de la santé, mais également dans l'espace de l'emploi des jeunes, avec l'espace pour les femmes et la récupération économique, et avec la santé et la finance, tout ça est interconnecté. Et on l'a vu avec les travailleurs et les femmes qui représentent 70% de la force de travail
pour obtenir des soins de santé, mais également une récupération économique avec cet investissement qui nous montre qu'en fait, ça amène de nouvelles pensées, de nouveaux acteurs. Et bien sûr, il faut qu'on fasse en sorte que les gens soient payés. C'est essentiel pour la fidélisation, hum, avec un boulot décent. Et il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, mais je pense qu'on essaie de faire en sorte que ces différentes tendances soient combinées dans les efforts. Merci, Yann. Y a-t-il un autre panéliste qui souhaiterait faire un commentaire à ce sujet? Oui, je souhaiterais et Dan a fait un super boulot à l'heure de mettre en perspective, le travail des, travailleurs des communautés, mais pas seulement, eux, les docteurs, les infirmiers, les infirmières, les sages-femmes, et c'est tout à fait vrai dans les pays à bas revenus ou revenus moyens. Il faut voir ce que les pouvoirs politiques voudront faire au niveau des investissements. Mais il faut être créatif. Une des questions que j'ai vues dans le chat posait la question de comment est-ce qu'on y arrive avec des ressources limitées. Par exemple, lorsque l'on n'a pas beaucoup d'argent pour investir maintenant, on est encore en train de se remettre de COVID-19, on paie encore des tas de dettes et pour des pays, ça crée une crise de dette. Mais il peut y avoir des lois et des politiques pour démarrer, par exemple, la rémunération des travailleurs des services communautaires de la santé. Il devrait y avoir une loi qui fasse en sorte qu'ils soient reconnus en étant à un salaire et ça devrait être institutionnalisé. Certains pays l'ont fait. Autre chose qu'on devrait faire, c'est voir comment les pays sont innovateurs. Un des présentateurs nous a donné un cas d'étude sur comment un des pays, lorsque Covid-19 est venu, ils ont fermé toutes leurs facultés de médecine, sauf à la maison, où que vous soyez dans vos études de médecine. Et le programme, est revenu aux communautés pour, commencer à faire de la formation à des personnes qui étaient à la retraite, pour qu'ils reviennent, sur le marché du travail et c'était pas mal. Mais toute cette expertise et cette connaissance que l'on avait de médecins, qui aidaient les étudiants en médecine pour, soutenir, leurs efforts. Ça peut amener une meilleure préparation, vis-à-vis du futur avec une façon de réfléchir. Comment est-ce qu'on fait avec les ressources et les capacités dont nous avons, même dans les facultés de médecine? Comment est-ce que la formation et la pratique peuvent se combiner pour avoir un meilleur résultat d'une manière ou d'une autre? Merci Rosemary, tes commentaires ont eu un impact sur moi, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Quelqu'un d'autre ou on peut amener d'autres questions? Dan, je ferai un autre commentaire à propos du personnel de santé. La crise de l'épuisement que Diane a mentionné existe depuis longtemps, depuis bien avant la Covid. Et ça commence par le respect pour les SSP, le travail que les gens font plutôt. J'en sais quelque chose comme médecin de santé primaire. Nous avons besoin de gens qui sont formés, qui peuvent soigner des gens tout au long de la vie. Il faut qu'il y ait une carrière valorisée et respectée pour ces gens, pour que ce soit un cheminement de carrière qu'ils ont envie de poursuivre. Je comprends ce que Diana veut dire à propos d'un seul personnel. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Je pense qu'on a des effectifs très segmentés. Il y a des travailleurs, des agents de santé communautaire qui ne s'occupent que de quelques maladies ou d'une seule. Et cela ne crée pas les systèmes de santé résilients dont nous avons parlé avant. Serge a mentionné tous les progrès qui ont été faits au niveau des améliorations de la santé. C'est tout à fait vrai, mais je pense en même temps
que, bon, fidez-en, et Dan, on en a parlé, nous l'avons fait de telle sorte que les systèmes de santé sont très déformés et qui a créé des problèmes dans les systèmes de SSP. Nous devons trouver d'autres façons de faire. Et je suis encouragé par les nouvelles annonces de l'USAID et de voir qu'on va pouvoir soutenir les travailleurs de la santé de première ligne et faire face à ces problèmes de respect et d'épuisement en leur offrant une carrière plus intéressante. Dan, voulez-vous, est-ce que je peux répondre? Oui, allez-y, Dan, c'est notre objectif. Ce que j'entends par un seul personnel de santé. Bon, la question est de savoir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on attend des travailleurs de la santé. Il faudrait qu'il y ait un effectif ou une main-d'œuvre qui offre l'ensemble de services. Je suis tout à fait d'accord. Cette question de l'épuisement a existé avant la COVID, mais on a un point on est à un point de bascule. Si on ne s'y attaque pas maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il faut agir maintenant. Dans l'espace des agents de santé communautaire, il y a beaucoup de fragmentation. On pourrait passer une heure à en parler, mais je pense que et par l'initiative de l'USAID sur les travailleurs de la santé à l'échelle mondiale, il faut reconnaître qu'il y a peut-être un rôle pour les cadres non communautaires, privés, d'autres. Il faut essayer de comprendre ça et de voir comment on s'aligne sur nos priorités. Il reste beaucoup de travail à faire. Il n'y a pas de solution facile, mais au moins, on reconnaît les défis. Merci beaucoup, Diana. Et pour reprendre la question de l'épuisement comme travailleur de la santé, moi-même, 2020 a été plus qu'un point de bascule. On en a parlé beaucoup, on a perdu beaucoup de collègues, des gens de qui on n'aurait jamais pensé qu'ils allaient aller ailleurs, parce que ça devient non impossible à supporter. Et il faut penser que les fournisseurs de soins de santé sont des gens, il faut bâtir des systèmes qui offrent des carrières et des conditions de vie acceptables. Mais les gens ne sont pas là pour écouter ma voix, mais pour vous écouter. Il y a eu des questions posées dans le chat, dont une question de Kofi sur l'engagement du secteur privé. C'est un thème dont on n'a pas beaucoup parlé ce matin, mais j'aimerais connaître vos idées là-dessus. Kofi dit, de l'avis des panélistes, est-ce que nous avons efficacement utilisé le point de vue du secteur privé dans la conception des systèmes et comment mieux les utiliser? Il donne exemple des pharmacies et des cliniques privées. Il parle de communautés difficiles à rejoindre, mais est-ce qu'il y a des communautés difficiles à rejoindre ou des communautés négligées plutôt? Serge, pourriez-vous commencer et les autres enchaîneront? Oui, tout à fait. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas fait un bon travail pour puiser dans toutes les ressources du secteur privé. Il y a beaucoup de potentiel dans le secteur privé. Et quand on parle du secteur privé, on tend à penser aux grandes entreprises comme Coca-Cola, des grands fournisseurs de services de téléphonie, et ainsi de suite. Mais je pense qu'il y a aussi les entreprises privées dans les zones rurales. Bon, les pharmacies en zone rurale, les sociétés de transport, pour permettre aux femmes enceintes et aux enfants malades d'aller vers des centres de SSP.
on n'exploite pas ces ressources assez. On peut faire mieux et nous devons faire des progrès substantiels à l'avenir. Merci. Merci Serge. Peter, Diana, vos réflexions sur l'engagement du secteur privé et le rapport entre le secteur privé et les priorités du CHF. Oui, allez-y. Non, Peter, après vous. Merci, Diana. Oui, c'est une question très importante, c'est certain. Pour moi, il y a un processus important. Il faut commencer par l'inclusion. Que le secteur privé ne soit pas vu comme l'autre, mais comme un élément d'un processus d'inclusion. Il y a des possibilités de participation, d'engagement dans les processus de décision politique. C'est très important si on veut qu'ils contribuent, que leur rôle soit mieux compris et qu'ils contribuent à la réflexion dans le secteur. Au niveau du secteur public et des fonctions qui sont importantes pour améliorer les objectifs en santé, il reste beaucoup de choses à faire. Plusieurs pays ont déjà des stratégies bien pensées pour engager le secteur privé, pour travailler sur des objectifs en santé communs, définis pour un secteur ou pour la société dans son ensemble. Mais il y a encore des lacunes dans certains pays et ils pourraient renforcer leur stratégie d'engagement. Mais il y a beaucoup de bons exemples d'innovation dans différents contextes qui ont permis d'aller chercher ce que le secteur privé a à offrir, notamment là où les gouvernements ont pu stratégiquement acheter les services du secteur privé de façon conforme aux stratégies qui assurent une plus grande efficacité. Le secteur privé peut rejoindre des secteurs de population, les ados, les pauvres dans les zones urbaines ou qui ne sont pas bien servis par des organismes du secteur public ou qui ne peuvent pas qui n'ont pas été servis de façon efficace et cohérente. Ça peut être important pour des services de qualité. Merci. Merci, Peter. D'autres personnes? Oui, je dirais qu'on ne peut pas parler d'équité sans parler du secteur privé comme élément du système des SSP. Certains membres des populations les plus démunis ont accès à des services par le biais du secteur privé, à travers des installations, des services qui sont soutenus par des organismes sanitaires communautaires ou des organisations religieuses. Il y a des défis de durabilité pour certains modèles soutenus par les donateurs, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des préférences. Où est-ce que les gens préfèrent accéder aux services? Il faut comprendre ces préférences. Si on veut faire avancer les SSP, il faut savoir quelles sont les préférences et quelles sont les barrières à l'accès. C'est très important pour la conception de modèles qui répondent aux besoins de tout le monde. Dan, est-ce que je peux ajouter un commentaire? Absolument. Bon, j'ai des collègues partout dans le monde, dans le secteur privé, qui offrent des soins de santé primaire. Et je pense que c'est une question essentielle. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur le rôle du secteur privé, en dehors de ce que vous avez apporté comme information, Dan, à l'échelle internationale. Bon, mon travail en Asie du Sud-Est, il y a un secteur privé robuste qui répond à un besoin auquel ne répond pas le secteur public. Il faut reconnaître là où se trouvent les déficits et aider les gens qui répondent à ces besoins.
il y a des façons de les intégrer à une approche améliorée de la santé publique. Dans notre, il a été reconnu que beaucoup de spécialistes offraient des services de soins primaires dans les cadres de cliniques privées. Alors, ces spécialistes euh, euh, de- devaient avoir une formation, ne serait-ce que limitée, pour offrir des SSP. Quand il y a plus de spécialistes, la mortalité tend à augmenter parce qu'ils essaient de faire des SSP de différentes façons et ils ne sont pas adéquatement formés. Il faut travailler avec le secteur privé pour instituer des règles pour soutenir ces prestataires et pour que les gens puissent accéder à des services essentiels. Et ça veut dire pour tout le monde. Les pharmacies, par exemple, il pourrait y avoir une formation limitée qui pourrait les aider à mieux comprendre la nature des problèmes que les gens présentent. Je regrette d'avoir à dire que nous devons terminer dans 2 minutes et pour certains collègues, c'est assez tard en soirée. Je vais conclure d'abord en remerciant nos 5 panélistes étonnants, un privilège vraiment de vous écouter et d'apprendre de vous et de penser ensemble à ce qu'on peut faire mieux à l'avenir. Ensuite, merci aux interprètes et aux gens qui ont travaillé sur la logistique, planification, mise en œuvre et ainsi de suite. Et finalement, et en troisième lieu, merci d'avoir été là. Nous sommes sans aucun doute à un carrefour en matière de SSP. Il y a beaucoup de scepticisme de la part de beaucoup de gens dans le monde que nous allons véritablement offrir de la santé pour tous. Les dernières années ont été très difficiles. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de données qui montrent qu'on a perdu du terrain, que nous n'avons pas, nous ne progressons pas. Et il y a eu beaucoup de discussions auxquelles vous avez sans doute participé. Je reconnais ces défis, mais humblement, je dois m'inscrire en faux. Je crois que c'est possible, que nous devons réussir. Et comme Jeff a dit, personnellement, je crois qu'il faut mettre de côté ce mythe que la SSP est trop complexe, trop coûteux, trop difficile à comprendre. On ne peut pas le faire. Je pense qu'il faut mettre fin à cette idée. On a les données à l'appui. Et comme Rosmi a dit, il n'y a pas de communauté difficile à joindre. Il y a un manque de volonté. Si Coca-Cola peut le faire, nous pouvons le faire nous aussi. Alors, ça nous rappelle le pourquoi de tout ça. Ce sont des êtres humains, nos collègues, nos amis, nos mères, nos enfants. Si ce n'est pas une raison suffisante pour aller dans ces communautés et atteindre ces objectifs, que nous faut-il? Et pour parler de scepticisme, si Diana et Peter sont là, et représentent leurs institutions et montrent à quel point nous avons pu changer la donne au niveau des programmes de financement et des priorités, je dirais que non seulement c'est possible, mais on progresse. Et ça augure bien pour l'avenir. Mais il reste beaucoup de chemin à faire. Et nous devons le faire, sinon nous allons échouer et les sceptiques auront eu raison. Et en cette journée de couverture universelle, je n'ai pas envie de donner raison aux sceptiques. Et merci d'avoir été là. Je souhaite à tout le monde une belle journée internationale. Bonne fin de journée, bonne soirée. Merci tout le monde. Passez de joyeuses fêtes. Bonne fête, bonne fête. Merci de m'avoir invité.